Voilà, bonjour. Alors, bienvenue. Bonne rentrée un peu particulière. Tout le monde masqué, moi compris. Ça va être un peu particulier. Euh, voilà, donc je me présente, je m'appelle Fabrice Gabarro et on va se voir ensemble tout le semestre pour parler de psychologie sociale. Dans les années suivantes, vous allez avoir des cours de psychologie qui sont plus orientés vers la psychologie du travail, notamment pour ceux qui envisagent un master RH. Mais là, pour l'instant, pour pouvoir comprendre les cours de psychologie du travail, il vous faut une base en psychologie sociale et c'est mon rôle de vous donner cette base cette année. Donc moi, je suis maître de conférence en psychologie sociale, maître de conférence HDR, donc j'ai en plus l'habilitation à diriger des recherches, ce qui me permet d'encadrer des thésards pour faire des recherches avec moi. J'ai passé ma thèse il y a quelques années maintenant à l'Université de Genève. Puis après, j'ai fait un postdoc à la faculté des hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. C'est pour ça aussi que du coup, je me suis spécialisé un peu plus dans la psychologie des organisations en particulier. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé aussi d'intervenir auprès de vous. Alors, comme tout le monde, si vous avez besoin de me joindre, je vous donne directement mes coordonnées. Donc c'est Fabrice, F-A-B-R-I-C-E, point, Gabarro, G-A-B-A-2-R-O-T, G-A-B comme Bernard, A-2-R-O-T, arrobase u-bourgogne.fr. Je vous fournirai le matériel de cours. Je vous le fournirai sur la plateforme. On a juste activé la plateforme ce matin, donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'on a basculé de l'ancien Moodle au nouveau Moodle. Et voilà, moi j'avais des cours de l'année dernière sur l'ancien Moodle et il faut que je les transvase sur le nouveau Moodle. C'est pas grave, de toute façon, je vais changer un petit peu le contenu des cours. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Donc tout ce que je vais vous dire là, vous allez le trouver sur la plateforme. Et alors vous avez vu, j'utilise pas de PowerPoint. C'est ma façon de faire maintenant. J'ai longtemps utilisé des PowerPoint, mais je me suis rendu compte que les étudiants avaient tendance à marquer que ce qu'il y avait d'affiché sur les écrans et ne m'écoutez pas. Donc au final, je préfère faire l'inverse, c'est-à-dire je vous mets rien sur les écrans et vous m'écoutez. Par contre, en contrepartie, plutôt que de vous filer un diaporama à la fin, comme vous l'avez vu, je me suis installé une petite caméra, je me filme et je vous donnerai un accès à la vidéo du cours via Moodle. Ça vous permettra de revoir le cours à votre rythme, d'accélérer, de revenir en arrière sur les éléments qui ne vous ont pas plu. Si, étant donné le contexte actuel, eh ben, vous avez une suspicion de Covid et que du coup vous ne devez pas venir en amphi, si tout se passe bien, si je n'ai pas de problème matériel, eh bien, vous trouverez la vidéo sur la plateforme. Donc ça vous permet aussi voilà, de rien rater si jamais vous ne pouvez pas être là. Vous aurez tout, même les blagues, vous aurez tout de disponible sur la plateforme. Voilà, donc je vais essayer de faire ça cette année, ne plus faire de PowerPoint, je fais ça déjà depuis un an, parce que, encore une fois, les étudiants ne notent que ce que j'affiche au tableau et puis n'écoutent pas forcément ce que je suis en train de dire. Et puis ça évite aussi les monsieur, est-ce que vous pourriez revenir à la diapo d'avant, puisque j'ai pas eu le temps de tout noter. Là au moins on se débarrasse de tout ça. Pour ce qui est de la prise de notes, eh ben, du coup, ça va être un peu moins cadré pour vous, ça veut dire qu'il faut prendre des notes de la manière dont vous devriez prendre des notes de manière naturelle, c'est-à-dire ce que vous comprenez de ce que je vous raconte, et pas ce que j'ai marqué au tableau. Et sur vos notes, après, encore une fois, vous aurez accès à la vidéo, vous allez pouvoir vérifier que, ah, ben là, j'ai pas fini de noter ça, mais bon, j'ai accès à la vidéo, ou là, cette partie-là, j'ai pas bien compris, j'ai accès à la vidéo. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, je suis en psycho, on parlera tout à l'heure, mais la psychologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à plein de choses. Et il y a des travaux qui montrent, par exemple, des différences en matière de traitement de l'information selon que les gens prennent des notes à la main ou par le biais d'un ordinateur. Alors le premier discours, le discours le plus premier degré qu'on puisse donner, c'est de dire attention, il ne faut surtout pas que les étudiants utilisent des ordinateurs, parce que certes, ils sont capables quasiment de noter mot à mot ce que le prof il est en train de raconter, par contre ils ne comprennent rien, parce qu'ils n'ont pas le temps d'enregistrer ce que le prof est en train de dire et de traiter l'information, alors que ceux qui notent à la main, comme ils sont plus lents, ils sont obligés de traiter l'information pour pouvoir noter ce qu'ils ont à noter. Donc même si vous travaillez avec un ordinateur, ne notez pas stricto sensu ce que je suis en train de vous raconter,
Parce que déjà, vous n'allez pas y arriver, parce que moi, je n'ai pas un texte appris par cœur qui fait que je vais pouvoir répéter 4 fois la même phrase. Mais notez ce que vous comprenez de ce que je suis en train de vous raconter, ce qui vous interroge dans ce que je suis en train de vous raconter, et puis vous pourrez toujours retourner sur le matériel original via les vidéos. Donc vous ne prenez pas trop la tête sur la prise de notes, vous pourrez toujours vous référer aux vidéos plus tard, les écouter en x2 pour que ça passe beaucoup plus vite, zapper les blagues, du coup vous n'en avez pas besoin, etc. Alors notre cours pour cette année va être un cours de introduction à la psychologie sociale. Alors, je vous raconterai tout à l'heure ce que c'est que la psychologie sociale, mais moi, ce que je veux dans ce cours, plus que d'apprendre des dates, des noms d'auteurs ou des choses comme ça, ce que je veux dans ce cours, c'est vous donner en fait une grille de lecture. C'est-à-dire vous amener à réfléchir sur vos a priori, vous amener à prendre du recul sur les choses que vous croyez être vraies, qui en fait, quand on étudie le comportement humain avec une démarche scientifique, on se rend compte que c'est pas si vrai que ça. Alors la psychologie sociale a fait plein de petits dans d'autres disciplines, notamment en économie, peut-être que comme vous êtes en AES, même si vous êtes en gestion, en économie, il y a une branche de l'économie maintenant qui s'appelle l'économie comportementale, qui étudie les biais, par exemple, dans les prises de décision économiques des gens. Et bien en fait, cette économie comportementale, à l'origine, c'est de la psychologie. En 2000, il y a un chercheur en psychologie sociale qui a eu le prix Nobel décerné par la Banque de Suède, le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, de formation, il est psychologue. Mais ses travaux, en fait, éclairent la prise de décision à un niveau économique. Et pour ça, on a décidé de lui donner le prix Nobel d'économie. Donc moi, ce que je veux, au travers de ce cours, donc je vous dis, au-delà d'apprendre des noms d'auteurs, des définitions, etc., c'est de vous donner une grille de lecture, de vous donner un intérêt pour ma discipline, parce que moi je l'adore, et de vous donner aussi une grille de lecture sur les comportements humains pour vous dire, passez au-delà de nos préjugés, passez au-delà de nos a priori, et essayez de comprendre les comportements humains. Alors c'est la première fois que je donne cours avec le masque, c'est compliqué. Voilà, tiens, par rapport à ça, puisqu'on en est sur la dimension masque, etc., je pensais, pour éviter de brasser les gens, etc., je pensais ne pas faire de pause pour 2 heures, mais vous laisser sortir genre un quart d'heure avant. Si ça vous va, désolé pour les fumeurs qui ne peuvent pas tenir plus de 45 minutes sans cigarette, va falloir attendre un peu. Voilà, donc prendre du recul par rapport à nos a priori, essayer de comprendre les comportements humains au-delà de si Michel a fait ça, c'est que c'est un connard, mais vraiment avec une analyse un peu plus approfondie que ça. Alors, il n'y a aucun prérequis pour ce cours. Je ne vous demande pas d'avoir des connaissances particulières. La seule chose que je vous demande, c'est si jamais vous bloquez sur un truc, vous levez la main et puis vous me demandez de clarifier. La psycho, c'est une discipline à part entière, avec un jargon. Alors, cette année, vous rentrez en première année de gestion, vous commencez à apprendre certains mots du jargon de gestion pour ceux qui n'en ont jamais fait avant. La psycho a aussi son jargon. Pour moi, c'est naturel. Pour vous, c'est une langue étrangère. Donc, si jamais j'utilise un mot comme, disposition, idiosyncrasique, ce genre de mots qui sont qui sont utilisés dans ma discipline, mais que vous ne comprenez pas, levez la main, puis demandez-moi, parce que moi, je ne vais pas forcément me rendre compte que ce mot-là, tout le monde ne le connaît pas. Donc, n'hésitez pas. Donc, pas de prérequis pour le cours. Je m'appuie fortement pour ce cours sur ce bouquin-là. Donc, il s'appelle Psychologie sociale, jusque-là, rien de compliqué, de Vincent Iserbyt et Olivier Klein, que vous pouvez trouver sur Amazon. Mais pour le cours en lui-même, je vous donnerai des extraits sur la plateforme. Voilà, je ne vous demande pas d'acheter tous un bouquin qui coûte 30 balles. En plus, moi, je ne touche rien dessus, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, je vous donnerai, ça vous le dites à personne, mais je vous donnerai des scans de certains chapitres du bouquin pour pouvoir améliorer vos connaissances par rapport à certains sujets qu'on va aborder ensemble. Le cours lui-même, on aura 11 CM cette année, parce qu'il y a une date qui tombe le mercredi 11 novembre, du coup c'est un jour férié, donc ça nous supprime un CM. Il n'y a pas de TD avec moi, on fait que du cours magistral. Je vous ai mis un petit document,
enfin je vous mettrai un petit document sur la plateforme qu'on appelle un syllabus, qui résume ce que je suis en train de vous dire là. Donc il y a mes coordonnées, il y a la description rapide de l'enseignement, les objectifs d'apprentissage, les dates auxquelles on va se retrouver, avec ce qu'on va aborder comme thème à ces dates-là. Je vous ai mis également une remarque par rapport à la présence et à la participation. Alors ma politique par rapport à la présence, elle est claire, elle n'est peut-être pas conventionnelle, mais si vous êtes là, je considère que ça vous intéresse. Je ne vous force pas à venir, si vous voulez. En plus, vu le contexte sanitaire d'aujourd'hui, si vous pensez que vous avez mieux à faire que de venir en cours, vous n'êtes pas obligé de venir, je ne vous forcerai pas, je ne vous courrai pas après. Si jamais, encore une fois, vous aurez les vidéos à la fin, donc vous aurez accès au contenu du cours. Le seul truc, c'est que la présence en cours, ça vous donne une opportunité que vous n'aurez pas si vous ne venez pas, c'est de me poser des questions. Donc si la discipline vous intéresse, si vous avez lu le chapitre, que vous avez des questions à poser, venez. Si ce que je vous raconte, ça ne vous intéresse pas plus que ça, si c'est juste venir pour discuter avec les copains, retrouvez-vous au bar à boire un café et laissez ceux qui veulent travailler tranquilles. On est d'accord? Voilà, donc vous êtes libre de ne pas venir en cours, je ne vous courrai pas après. Ça permettra d'espacer les gens si jamais il y a la moitié des étudiants qui ne viennent pas. C'est encore mieux d'un point de vue sanitaire. Donc la présence n'est pas obligatoire. Je recommande, si vraiment vous avez des questions à me poser, ou je vous recommande d'être là quand même parce que c'est un peu un show, quelque part, un cours. Alors plus ou moins bien selon l'acteur qui est en face de vous, mais ça reste un peu un show quand même. Et c'est jamais la même chose de voir un concert en live ou de le regarder sur YouTube. Donc là, ce sera pareil, c'est mieux de venir quand même pour participer au truc. Mais si vous n'avez pas envie, aucun problème. Les cours seront enregistrés. Je n'utilise pas de PowerPoint, on ne fera pas de pause entre les deux. Les masques, c'est obligatoire. Dans la mesure du possible, la distanciation aussi. Le masque porté comme ça, c'est hors de question, vous le portez correctement. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous voulez pas porter... Alors, il peut glisser, ça arrive. Mais remettez-le quand il glisse le masque, remettez-le sur le nez. Voilà. Si vous ne supportez plus le masque, vous pouvez, discrètement, si jamais vraiment vous avez trop chaud, comme c'est mon cas maintenant, vous pouvez vous lever, sortir à l'extérieur du bâtiment, l'enlever 2 minutes et revenir. Je pense qu'il doit y avoir des escaliers là-bas. Voilà, c'est vraiment, je ne veux pas non plus que vous fassiez un malaise à cause du masque, mais il est obligatoire. On va passer au sujet qui fâche, l'évaluation. Donc, moi, mon objectif, encore une fois, je vous l'ai dit, mon objectif, c'est que vous acquériez des connaissances. L'évaluation, la sélection, c'est pas mon problème. Donc moi, je vais vous donner, à la fin, vous aurez un QCM. Je vais essayer au fur et à mesure du cours de vous filer une banque de questions. Je piocherai dans ces questions-là pour le QCM. Mais voilà, ne vous inquiétez pas sur l'évaluation, il n'y a pas de traîtrise. Alors c'est un QCM mais sans points négatifs. Par contre, attention, il y a un barème. C'est-à-dire, j'enlève pas des points si vous mettez des mauvaises réponses, mais si vous avez moins de 60% de bonnes réponses, vous n'avez pas la moyenne, plutôt que 50%. Ce qui permet de contrôler pour les réponses qui sont données au hasard. Vous savez, ça je sais pas, A, B, C, D, allez, je vais mettre D, on verra bien. Là, vous n'avez pas les points. En tout cas, ce ne sera pas suffisant pour avoir la moyenne. Donc, l'examen terminal sera un QCM, pas de points négatifs, mais un barème. Il y aura quelques questions ouvertes, ça peut arriver, petite définition de ci, de là, petite description d'expérience, par exemple, parce que vous verrez tout à l'heure, mais la psychologie sociale est une discipline empirique, et on travaille beaucoup avec des expériences pour montrer l'effet de tel trait de caractère, par exemple, sur tel comportement. On va passer par de l'expérimentation. Et donc j'essaierai, comme je vous l'ai dit, de vous mettre en place une banque de questions pour que vous puissiez réviser pour l'examen. Je vous recommande, si jamais vous avez des doutes sur les méthodes d'apprentissage, etc., la meilleure méthode scientifiquement prouvée pour apprendre une matière, c'est de s'interroger. C'est de se poser soi-même des questions, voire de se mettre en groupe de travail et puis de poser des questions aux camarades. Alors pour s'interroger tout seul, vous pouvez faire des flashcards, comme ils disent en anglais, et vous prenez des petites fiches, vous mettez la question d'un côté, la réponse de l'autre côté, et puis vous défilez les fiches devant vous, hop, tombez sur la question, vous essayez de répondre et vous vérifiez si la réponse était la bonne ou pas. Beaucoup plus efficace
que les fiches de révision qui sont simplement un condensé des notes que vous avez prises pendant le cours. Beaucoup plus efficace que de prendre le bouquin puis de surligner les mots qui vous paraissent importants. Il va m'embêter lui. Voilà. La méthode la plus efficace, c'est la méthode des flashcards. C'est de s'interroger soi-même, voir, ça peut être rigolo, vous pouvez en faire quelque chose de ludique. Vous réunissez par 4 ou 5, et puis vous faites question pour un champion, vous posez des questions à vos camarades, et puis vous tournez comme ça à tour de rôle. C'est la meilleure façon d'apprendre, et ça marche pour tout, les définitions, les formules, les ceci, les cela, ça marche absolument pour tout. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement avant qu'on attaque vraiment le contenu? Est-ce que mon mode de fonctionnement vous convient, a priori? Après, on pourra toujours faire un point en milieu de semestre pour dire « Ok, monsieur, finalement, les diaporamas, c'est sympa. Si vous pouviez nous en mettre un ou deux quand même, ça me demandera un travail différent de celui que j'ai fourni là, mais je pourrais le faire. » Ben voilà. En attendant, l'idée, c'est vraiment que vous essayez d'apprendre des trucs. J'essaye d'enlever tous les freins à l'apprentissage que je peux connaître. Je vais vous donner au fur et à mesure des trucs, comme je l'ai fait là, par exemple, sur les méthodes de révision. Comme j'ai essayé tout à l'heure de le faire aussi sur la prise de notes. La prise de notes, c'est pas noter mot à mot ce que je vous raconte, c'est de noter ce dont vous vous rappelez. En fait, on va utiliser la mémoire indicée, le rappel indicé. C'est-à-dire que quand on mémorise quelque chose, c'est plus facile de le rappeler quand on a un petit indice à côté. Ou quand l'information elle est bien structurée, etc. Puis c'est surtout beaucoup plus facile de se rappeler les choses quand c'est moi qui les ai faites, plutôt que quand c'est quelqu'un d'autre. Donc si c'est votre propre note, indépendamment de ce que moi je raconte, ce sera plus facile pour vous de vous rappeler de ce qu'il y a dans vos notes que si c'est moi qui vous donnais carrément un livre à lire ou ce que je vais faire, des chapitres à lire. Voilà. Voilà, donc vous trouverez un résumé de ce que je vous ai raconté là dans le syllabus. Vous trouverez même le barème, je vous ai même mis le barème du QCM dans le syllabus, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Je vous ai mis aussi un petit mot sur la fraude. Voilà, comme ça on en a parlé, la fraude, qu'est-ce que c'est? La fraude à l'université, ça peut être très problématique, copier sur un copain, ou faire des copier-coller de Wikipédia pour rendre dans un dossier qu'on a à rendre, etc. Si les gens à qui vous rendez les dossiers sont méchants, ça peut aller assez loin. Commission de discipline et tout le tralala. Donc évitez de frauder. Le but du jeu, encore une fois, c'est pas de passer le permis, c'est d'apprendre à conduire. Donc le but du jeu, c'est pas de passer un diplôme, mais effectivement d'acquérir des connaissances et des compétences. Voilà. Et j'insiste sur le côté la présence non obligatoire. C'est le cas dans tous les CM. Vous allez voir au fur et à mesure de l'année, il y a à peu près les 2/3 des étudiants qui viennent plus. C'est normal, ça se passe comme ça. Et après, il y a les 2/3 des étudiants qui échouent à l'examen. Alors, comme les examens sont anonymes, je ne peux pas faire de corrélation entre les deux, comme je ne fais pas l'appel non plus. Mais il y a de fortes chances pour que sur les 2/3, il y en ait quand même une bonne proportion qui soit commune. Ah, petite pause, sans m'arracher le visage, juste pour boire un coup. Comme ça, vous me voyez en vrai. J'essaie de ne pas vous cracher dessus. C'est hyper chaud avec le masque. Les autres enseignants font tous cours avec le masque? Bon courage. Voilà. Donc, on va pouvoir passer... Oui. Donc, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'introduction de l'introduction. C'est qu'est-ce que c'est que la psychologie sociale? Alors, la première barrière à faire tomber quand on parle de psychologie aux gens, c'est leur enlever de la tête que la psychologie, c'est Freud. Freud, c'est de la psychanalyse. La psychologie clinique, celle qui s'occupe des gens qui sont malades, celle qui s'occupe des pathologies, c'est une des 4 sous-disciplines principales de la psychologie. Alors la psychologie de manière globale, c'est une discipline scientifique, à part pour la psychanalyse. Mes collègues ne seraient pas forcément contents que je dise ça. Une discipline scientifique qui va étudier le comportement humain, qu'il soit normal ou pathologique. Donc, discipline scientifique, c'est une discipline des sciences humaines qui applique une certaine méthode qui est la méthode scientifique. Ce que j'appelle le comportement ici, ça va être au sens large, vraiment, du terme comportement, c'est-à-dire autant les actions,
donc le véritable comportement dans le sens commun, que les pensées et les sentiments. C'est-à-dire que la psychologie s'intéresse aux cognitions, aux pensées, aux émotions et aux actions des individus. Et donc normal ou pathologique. C'est-à-dire autant vous et moi qu'une personne qui va souffrir de dépression, d'autisme ou de troubles plus graves. Alors la partie, donc il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs psychologies. Quelque part, selon leur véritable sujet d'intérêt, il y a plusieurs psychologies. Donc celle que tout le monde connaît, la psychologie du psychologue, le gars qui est assis sur une chaise derrière un divan, c'est le psychologue clinicien. Alors je joue sur les représentations. Hein. Le travail du clinicien ne s'appuie pas uniquement sur... ne va pas être uniquement d'interroger des gens qui sont sur un divan. La psychologie clinique, donc c'est la branche de la psychologie qui va s'intéresser justement aux comportements pathologiques, en comparaison à des comportements normaux. Qui va s'intéresser aux troubles mentaux. Mais pour pouvoir savoir ce qui est pathologique, il faut aussi connaître le comportement normal des gens. Il y a 3 sous-disciplines de la psychologie qui vont s'intéresser à ça. La psychologie cognitive, je peux vous le marquer si vous voulez. Cognitive, c'est celle qui va s'intéresser à la cognition. La cognition, c'est nos facultés cognitives, en fait, ça va être nos moyens de traitement de l'information. Donc, ça va être le langage, ça va être la mémoire, ça va être la perception, ça va être l'attention. Et la psychologie cognitive va étudier tout ça. Ensuite, il y a la psychologie développementale, celle qui va regarder comment ces fonctions cognitives, comment ces capacités cognitives, elles évoluent avec l'âge. Comment est-ce que, par exemple, un bébé de 0 à 2 ans acquiert le langage ? Comment une personne âgée de 70 à 90 ans va aussi perdre certaines fonctions cognitives comme la mémoire, comme le veut le stéréotype, hein, les personnes âgées perdent la mémoire, etc., etc. Donc la psychologie développementale va s'intéresser au développement de ces facultés cognitives, autant dans leur acquisition que dans leur perte. Et la dernière branche de la psychologie, celle qui nous intéresse le plus, c'est la psychologie sociale. Alors la psychologie sociale, c'est une discipline scientifique, comme les autres formes de psychologie, qui vise à comprendre et à expliquer comment les pensées, les sentiments et les actions des individus sont influencés par le contexte social, réel ou imaginaire, implicite ou explicite, dans lequel ces individus s'inscrivent. Je répète. Donc la psychologie sociale, c'est la discipline scientifique qui vise à comprendre et à expliquer comment les pensées, les sentiments et les actions des individus, qui vise à expliquer comment les pensées, les sentiments et les actions des individus sont influencés par le contexte social. Celle-là, je l'ai notée, c'est pour ça que je peux vous la répéter mot à mot. Sont influencés par le contexte social, réel ou imaginaire, explicite ou implicite, dans lequel ces individus s'inscrivent. Donc ça paraît compliqué, mais en soi, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui va nous intéresser en tant que psychologues sociaux, c'est comment notre environnement social, notre contexte social, comment la situation va venir influencer mon comportement. Par exemple, là, vous avez un comportement spécifique, vous m'écoutez parler, vous prenez des notes, ce comportement spécifique est influencé par la situation. C'est-à-dire qu'on est en amphi, c'est un cours, je suis là, je vous parle, si je m'en vais, votre comportement va changer. Donc la situation sociale va venir impacter le comportement au sens large, c'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez et également comment vous vous comportez. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder les gens qui ont l'impression d'être tout seuls dans leur voiture. Souvent, on a l'impression d'être un peu tout seul et anonyme dans la voiture et comptez le nombre de gens qui se curent le nez, ce qu'ils ne feraient jamais en public. Le fait d'avoir l'impression d'être tout seul versus d'être en public va changer un type de comportement. Je vais avoir plus tendance à me curer le nez dans ma voiture, alors même si les autres peuvent me voir, je n'ai pas l'impression qu'ils me voient, que quand je suis en public, en amphi ou devant vous. Enfin moi ou n'importe quel être humain.
Ça va pour la définition de la psychologie sociale, vous l'avez? Il manque rien? Alors ce contexte social, il peut être réel, comme la situation dans laquelle je suis maintenant, mais il peut aussi être imaginaire. Vous avez tous vécu des situations dans lesquelles vous vous projetez, par exemple, dans l'avenir. Demain, je passe mon permis de conduire, et que cette projection dans l'avenir va venir vous affecter d'un point de vue stress. Le fait d'imaginer ou de vous rappeler que demain, vous passez votre permis de conduire, d'un coup, votre niveau de stress va augmenter. Ça, c'est ce qu'on appellera une situation imaginaire. Vous n'êtes pas réellement en train de passer le permis, mais le fait de l'imaginer va déjà modifier vos comportements. Alors, explicite, c'est, encore une fois, quand c'est réel, c'est souvent explicite, c'est-à-dire la situation dans laquelle on se trouve véritablement, mais il y a aussi, dans les situations, il y a aussi beaucoup d'implicite, il y a aussi beaucoup d'attentes. Des schémas qu'on va avoir dans la tête de ce qui devrait se passer là et qui vont nous interpeller si ça ne se passe pas comme ça. L'humour fonctionne beaucoup comme ça. Si là, il y a l'un d'entre vous qui se lève et qui se met à chanter, ça va casser les schémas que vous avez parce qu'on ne fait pas ça en cours normalement et ça va vous amener à réfléchir, voire vous faire rigoler parce qu'il y a quelqu'un dans le cours qui fait quelque chose qui n'est pas dans le script normalement. Donc ça va être les situations implicites. C'est-à-dire le script, la façon dont... on parlera de script quand on parlera de cognition sociale, mais la façon dont j'ai des attentes par rapport à une situation donnée va déjà m'influencer. J'arrive dans un lieu que je ne connais pas, le lieu a l'air assez silencieux, assez propre, etc. Même s'il n'y a personne, si je dois m'adresser, enfin même s'il n'y a qu'une personne qui ne parle pas, si je dois m'adresser à cette personne, je vais me mettre à chuchoter, comme dans une bibliothèque. A l'inverse, si le lieu a l'air bruyant, si c'est pas propre ou des choses comme ça, je vais peut-être parler un peu plus fortement. J'ai des attentes par rapport à la situation dans laquelle je me trouve et mon comportement va se conformer aux attentes. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je précise un peu plus ou que j'explique un peu plus ce que j'entends par explicite et implicite? Oui. La psychologie clinique, c'est celle qui va s'intéresser au comportement pathologique, c'est-à-dire aux maladies, quelque part, de l'esprit. Donc, alors, selon les classifications, je ne suis pas très à jour là-dessus parce que ce n'est pas ma discipline, mais il y a plusieurs types de maladies. Alors, il y a longtemps, quand moi j'étais étudiant, on nous parlait des névroses et des psychoses. Ça ne fonctionne plus exactement comme ça. Mais tout ce qui est trouble mental au sens large, ça va intéresser la psychologie clinique. Mais pas que. C'est pas des problèmes d'adaptation. Par exemple, souvent, on va envoyer les enfants voir un psychologue clinicien parce que ils ont des problèmes pour suivre à l'école et le psychologue va leur faire passer un test d'intelligence pour voir si ces problèmes sont dus à une inadaptation en fait en fonction du niveau des cours. Soit il est trop bas sur le test d'intelligence et du coup il faudrait le mettre dans une classe spécialisée. Soit il est trop haut et il s'ennuie et du coup il a décroché et les conséquences les conclusions que je vais devoir en tirer derrière sont plus du tout les mêmes. Donc la psychologie clinique, s'intéresse plutôt au côté inadapté des gens. C'est-à-dire est-ce que la personne elle est côté inadapté puis le côté aussi angoissé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des troubles mentaux minimes qui vous angoissent pas tellement. Vous pouvez être tout à fait fonctionnel. Il y a des autistes qui sont tout à fait fonctionnels, qui arrivent à évoluer normalement dans la société. Voilà, ça c'est pas un problème. Par contre, dès que c'est angoissant, dès que vous avez du mal à vous adapter, dès que vous avez du mal à vous comporter normalement, là il va y avoir un problème et ce sera le rôle de la psychologie clinique, du psychologue clinicien, de vous accompagner pour voir ce qui se passe et pour vous aider à vous adapter mieux que ça. Voilà, donc 4 sous-disciplines de la psychologie clinique. Cognitive, donc c'est celle qui va s'intéresser à nos facultés cognitives, à l'intelligence, la perception, la mémoire, à l'attention. Voilà. Développementale, c'est celle qui va s'intéresser au développement, au changement avec l'âge de ces dites facultés cognitives. Et la sociale, c'est celle qui va s'intéresser à l'influence de notre environnement social sur nos comportements. Et encore une fois, comportement, prenez-le au sens large, c'est-à-dire mes pensées, mes sentiments et mes actions. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis que la psychologie, c'est une discipline scientifique. C'est-à-dire que, en tout cas dans la façon dont moi je la présente, je vais m'appuyer sur une démarche empirique, sur de la méthode scientifique, sur des études scientifiques. Alors souvent quand on parle de science aux gens, dans leur tête, il y a 4 choses différentes. Il y a un corpus de connaissances. La science a permis de créer un corpus de connaissances. On sait
que la Terre est ronde. Alors, certaines personnes peuvent remettre en question, mais on sait à peu près que la Terre est ronde. On sait comment fonctionnent pas mal de choses grâce à la démarche scientifique. La science, c'est aussi, les scientifiques, c'est aussi une communauté de personnes. Si vous vous intéressez à l'épistémologie, si vous écoutez Kuhn par exemple, Kuhn il vous dit que les théories scientifiques, elles n'évoluent pas parce qu'elles sont désuètes, parce qu'elles sont dépassées, elles évoluent parce qu'il y a des effets de mode dans les communautés de chercheurs qui font qu'on va arrêter de s'intéresser par exemple à la mécanique newtonienne et que tout le monde va s'intéresser plus ou moins à la mécanique quantique. Donc il y a une communauté de personnes qui guident un petit peu les champs sur lesquels on va faire de la recherche, etc. C'est également des technologies. On a souvent un biais en fait de penser que plus une discipline va être technologique et plus elle va être scientifique. C'est pas toujours le cas. La psychologie sociale, on va des neurosciences sociales jusqu'à la frontière avec la sociologie. Donc des choses où on va mettre les gens dans des IRM pour regarder comment fonctionne leur cerveau quand on leur fait penser à des situations sociales particulières. Et puis des disciplines où on va s'intéresser à l'idéologie, ou enfin des moments où on va s'intéresser à l'idéologie ou aux représentations sociales que peuvent avoir les gens sur un sujet donné qu'on ne va pas réussir à capter avec un IRM. Vous n'avez pas un petit neurone qui s'allume dans la tête quand vous pensez à un marteau. A priori, en tout cas, on n'a pas encore trouvé. Et le quatrième aspect de la science, c'est la méthode scientifique. Donc, la méthode scientifique, c'est ce qui va nous intéresser, c'est ce que j'entends en fait quand je dis que la psychologie c'est scientifique, même si elle a créé encore plus de connaissances, même s'il y a une communauté de chercheurs qui crée en fait cette discipline-là, même si on a développé des technologies, même si c'est pas forcément de l'électronique, hein, un test de QI, c'est une technologie qui a été développée par les psychologues. Mais c'est surtout la méthode. Et cette méthode scientifique, elle vise à mettre en évidence, pour la psychologie, elle vise à mettre en évidence des mécanismes généraux du comportement humain. Alors c'est important de le noter, parce que souvent quand je vais vous présenter des trucs, va venir dans votre tête un contre-argument, un contre-exemple. De dire « ouais, moi ça je le ferai jamais », ou « ma grand-mère elle n'est pas comme ça », etc. C'est normal, et vous avez probablement tort, mais vous avez peut-être un peu raison. Ce qui va nous intéresser, c'est comment fonctionnent les gens en moyenne. C'est-à-dire, je ne peux pas prédire le comportement d'un individu avec ce que je sais. Je peux prédire en moyenne ce que font les gens. Donc c'est aussi pour vous rassurer que je vous dis ça, parce que vous dites, ah, le mec il est psychologue, il va pouvoir m'analyser. Non, je ne peux pas, moi personnellement, je ne fais pas de traitement de ce que vous pensez en tant qu'individu, etc. Par contre, je sais comment fonctionnent les groupes de personnes. Je sais comment fonctionnent les gens en moyenne, et donc en moyenne ça suit, si vous avez des cours de statistiques, ça suit plus ou moins une loi normale, c'est-à-dire que la plupart des gens font ce qu'on attend, et puis sur les extrêmes, vous avez des gens qui font soit beaucoup plus, soit beaucoup moins que ce qu'on attend. Mais ce qu'on va essayer de mettre en évidence, c'est des mécanismes généraux. Et ces mécanismes généraux, une fois qu'on les connaît, eh bien on va pouvoir voir comment ils fonctionnent. Comment finalement des situations sont mises en place, par exemple pour nous manipuler. On verra dans une partie du cours, on parlera des techniques de manipulation. Et bien, une fois que vous les connaissez, vous êtes capable de les reconnaître. Si vous ne les connaissez pas, c'est difficile. Alors cette méthode scientifique, elle va comporter plusieurs étapes. Voilà, donc comment on fait en général? D'abord, on essaye de modéliser un type de comportement particulier. C'est-à-dire, on essaye d'imaginer quelles sont les causes d'un comportement. Alors, imaginons le comportement d'aide. Tiens, voilà. Je me balade dans la rue, je vois quelqu'un qui fait tomber ses affaires. Est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je ne vais pas l'aider? Et qu'est-ce qui prédit? Qu'est-ce qui fait que les gens vont aller l'aider ou pas? Est-ce que c'est la personnalité de la personne qui va aller aider? Est-ce que c'est finalement le contexte? Est-ce que c'est... Voilà. Donc on essaye de modéliser un petit peu les causes des comportements humains. Et puis on va faire des hypothèses. Donc modéliser, ça veut dire ça. C'est-à-dire, en gros, on a un modèle dans la tête, on se dit que la personnalité des gens devrait permettre de prédire le comportement d'aide. C'est un modèle simple. Plus les gens ont un caractère agréable, ce qui est un des traits de personnalité, plus ils vont aller aider autrui. Donc là, je fais une hypothèse. Et après, je vais aller opérationnaliser
mes variables de l'hypothèse pour pouvoir les analyser. C'est-à-dire qu'il y a une partie, bon, on verra dans les études, mais une partie qui consiste à observer ou à mesurer des comportements ou des proxys du comportement, c'est-à-dire des choses qui sont, on sait que c'est lié avec le comportement, mais on ne va pas pouvoir le mesurer tout de suite. Par exemple, si je veux voir quels sont les déterminants de l'arrêt de la cigarette, je peux vous amener dans mon laboratoire, vous faire passer une expérience scientifique, et puis derrière, je pourrais vous courir après pendant 10 jours pour voir si vous continuez à fumer. Ce serait beaucoup trop coûteux, dans ce cas-là, de mesurer le comportement directement. Parce que pour pouvoir tirer des conclusions, il me faut plusieurs centaines de personnes. Je ne peux pas m'amuser à courir après plusieurs centaines de personnes pour vérifier s'ils fument ou pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer autre chose. Je vais mesurer ce qu'on appelle l'intention d'arrêter de fumer. Je vais demander aux gens dans quelle mesure, par rapport à avant ma petite manipulation expérimentale, dans quelle mesure maintenant ils ont l'intention d'arrêter de fumer. C'est pas le comportement d'arrêter de fumer, ça garantit pas que 95% des gens qui ont l'intention d'arrêter de fumer vont effectivement s'arrêter de fumer, mais on a comme ça quand même, on se rend compte des fois que ça rend compte du comportement. Donc encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est des mécanismes généraux qu'on cherche. C'est pas parce que ça marche pas sur une personne que du coup le modèle est invalidé. C'est invalidé quand ça marche pas sur plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes. Et encore. Donc opérationnaliser, c'est-à-dire on va chercher un moyen de mesurer ou de manipuler, de faire varier les variables qui nous intéressent. Alors mesurer, par exemple, ce qui nous intéresse en psychologie, c'est très difficile à mesurer. Comment je mesure les émotions? Comment je mesure l'attention? Comment je mesure la mémoire? Il faut développer, du coup, des mesures spécifiques. Alors ces mesures, ça peut être des mesures comportementales. Je fais tomber mes affaires au milieu de l'amphi, je compte le nombre de personnes qui viennent m'aider. Ça va être une mesure comportementale. Mais ça peut être aussi donc, des échelles de mesures, par exemple des questionnaires comme les tests de QI, des tests aussi, comme les tests de QI qui permettent de mesurer l'intelligence. En tout cas, permettent de mesurer une certaine conception de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on va chercher à opérationnaliser l'intelligence. L'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à répondre à des exercices par rapport à un âge donné, parce qu'au départ, ça a été conçu comme ça. Donc vérifier que l'individu est capable de répondre aux mêmes exercices que la majorité des individus de son âge. Et s'il répond à des exercices qui sont d'un âge plus élevé, ou s'il n'arrive pas à répondre à ces exercices-là, on sait qu'il n'est pas dans la norme. Encore une fois, on ne mesure pas l'intelligence en tant que telle, on mesure une opérationnalisation de l'intelligence. On mesure ce que le chercheur, derrière, il a comme théorie de l'intelligence. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui va nous intéresser en psychologie, c'est rarement mesurable. Encore une fois, on pourrait mesurer des comportements, compter le nombre de personnes qui font X ou Y, mais il y a plein de choses, on ne peut pas les mesurer directement, on ne peut pas les observer directement, on est obligé de les mesurer. Les émotions, c'est difficile à observer directement. Alors, il y a toujours les expressions faciales des émotions, qui sont difficilement contrôlables. Quand vous avez les sourcils, parce que là, je peux pas vous sourire, ça ne sert à rien. Mais quand vous avez votre visage qui exprime une émotion, ça se voit, et puis on peut plus ou moins le mesurer. Il y a des gens qui arrivent à faire ça. Mais sinon, la plupart du temps, les choses qui nous intéressent en psycho, on ne peut pas les mesurer directement, donc on va établir des questionnaires, des tests, des échelles de mesure pour mesurer par exemple le stress au travail ou la qualité de vie au travail. Est-ce que les gens sont satisfaits de leur emploi? Et ces mesures-là, les mêmes principes que ces mesures-là, vous en connaissez plein, parce que dès que vous achetez un truc sur Amazon, on vous demande un commentaire avec une échelle en 5 petites étoiles qui vous permet de dire si oui ou non le produit vous plaît. Donc là, on est en train de mesurer votre attitude, au sens psychologique du terme, on reviendra dessus plus tard, mais on est en train de mesurer votre attitude par rapport à cet objet-là. Donc on parlera des différents outils de mesure à un moment donné pour vous donner un peu des exemples, etc. Mais voilà, donc la démarche, je reprends, c'est modéliser, donc faire des hypothèses sur les causes d'un comportement, opérationnaliser, c'est-à-dire trouver des moyens de mesurer ce comportement-là. Par exemple, je travaille sur l'agression. Comment est-ce que je mesure l'agression? Éthiquement, je peux pas laisser les mecs se boxer et puis je compte le nombre de coups de poing qui se sont mis dans la tronche. Ça marche pas. J'ai une certaine déontologie, je peux pas faire ça. Donc je vais utiliser d'autres mesures de l'agression. Il y a une mesure qui consiste à envoyer du bruit fort dans les écouteurs que l'autre porte. Alors on considère que plus le volume va être fort et plus la personne est agressive. Ou alors une autre mesure pour mesurer l'agression qui consiste à mettre de la sauce piquante dans un plat que l'autre va devoir goûter.
plus je mets de sauce piquante, plus je suis agressif. C'est des opérationnalisations de l'agression qui sont acceptables d'un point de vue éthique et qui nous permettent quelque part de mesurer l'agressivité d'une personne. Alors, on peut toujours les discuter, ces opérationnalisations. On peut toujours ne pas être d'accord à ce que ça mesure bien, etc., l'agression. D'un autre côté, si on n'a rien d'autre à proposer, voilà, compter le nombre de coups de poing que des mecs s'échangent dans une bagarre, ça marche pas. On peut pas, c'est pas éthique. Le comité d'éthique vous interdirait de faire un truc comme ça. Donc il faut trouver un moyen de mesurer ou aussi parfois de manipuler une certaine variable. Par exemple, je pense que l'humeur va avoir un effet sur le comportement d'aide. Je pense que si je suis content plutôt que la personnalité, l'humeur, si je suis de bonne humeur, je vais avoir plus tendance à aider les autres, et si je suis de mauvaise humeur, je vais avoir moins tendance à aider les autres. Comment je fais pour manipuler, pour faire bouger l'humeur des participants, pour voir si ça a bien un effet sur leur comportement derrière. Enfin, par exemple, c'est ce qui a été fait dans la première étude d'un article que je vous présenterai tout à l'heure, on peut leur donner des cookies aux participants avant de leur faire quelque chose. On leur donne un cookie ou on ne leur en donne pas. On suppose que ceux à qui on a donné un cookie, ils vont être un peu plus contents que ceux à qui on n'en a pas donné. Et puis après, on va regarder les différences en termes de comportement entre le groupe qui a eu des cookies et le groupe qui n'a pas eu de cookies. Entre le groupe expérimental et le groupe contrôle. Donc ça, c'est ce que je vous ai présenté là, c'est une démarche expérimentale. C'est-à-dire que je cherche, moi, en tant qu'expérimentateur, à faire varier quelque chose chez les sujets pour voir dans quelle mesure ce quelque chose va avoir un impact sur le comportement final qui m'intéresse. Donc je fais varier l'humeur en donnant des cookies et je mesure comme comportement le comportement d'aide pour voir si les gens, eh bien, quand ils sont plus contents, ils vont plus aider leurs camarades. Donc on modélise, on opérationnalise et après il va falloir tester à l'aide d'un outil statistique. Donc souvent les résultats que je vais vous présenter, vous allez avoir des différences de moyenne minimes et je vais vous dire ça, c'est pas statistiquement significatif, c'est-à-dire on considère qu'il n'y a pas de différence entre ces groupes-là. Et à l'inverse, vous allez avoir aussi des moyennes différentes dans des graphiques, etc. Où là je vais vous dire, cet effet-là il est statistiquement significatif. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, si je caricature énormément la démarche statistique, c'est un résultat qui ne peut pas être attribué au hasard. Donc quand on teste les relations entre les variables, on va établir une corrélation. Alors, la corrélation, c'est est-ce que quand je fais varier A, B va varier en même temps. Une corrélation ne suffit pas à établir un lien de causalité. Ça, il faut le noter. Souvent, on entend dire une corrélation, c'est pas de la causalité. Alors, une corrélation ne suffit pas à établir un lien de causalité. Il peut y avoir d'autres variables qui viennent justement expliquer cette causalité. Par exemple, il y a un article un peu critique qui a été publié il n'y a pas, enfin plus ou moins critique. L'original n'était pas trop critique, mais qui a été publié il y a quelques années où on montre au niveau national une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel que vous avez dans le pays. Plus les pays consomment de chocolat et plus il va y avoir de prix Nobel. Alors, ce serait rapide de dire que manger du chocolat, ça rend plus intelligent. En supposant que le nombre de prix Nobel soit une variable qui me permette d'opérationnaliser l'intelligence au niveau d'un pays, etc. Mais c'est oublier que les pays dans lesquels on mange beaucoup de chocolat sont aussi les pays les plus riches, et que les pays les plus riches sont aussi ceux où le niveau d'éducation est le plus élevé. Donc la richesse, si on contrôle cette relation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel, si on la contrôle statistiquement en utilisant le PIB, cette relation-là, elle disparaît. Et donc du coup, c'est pas manger du chocolat qui rend plus intelligent. Souvent, si vous vous intéressez à la littérature scientifique, vous allez voir des trucs comme ça qui apparaissent dans les journaux. Manger des cornichons, ça rend plus sociable. Faire ceci, ça rend plus cela. Le café provoque le cancer. Et puis la semaine d'après, le café guérit le cancer. C'est parce que les gens établissent des corrélations, mais que la corrélation en tant que telle ne suffit pas à établir un lien de causalité. Pour établir un lien de causalité, il n'y a qu'une seule méthode connue qui va être de faire une expérimentation. Ce qui rend mon métier vraiment rigolo.
du coup, d'essayer de voir comment je vais pouvoir manipuler les gens d'une certaine façon pour faire bouger à l'intérieur d'eux quelque chose et voir dans quelle mesure ce quelque chose il va être associé à autre chose. Dans l'expérimentation, ça consiste à créer globalement, la méthode, la démarche la plus caricaturale, ça va consister à créer deux groupes. Un groupe contrôle, dans lequel on fait rien, ceux-là on ne leur donnera pas de cookies, et un groupe expérimental dans lequel on va introduire quelque chose de nouveau, ceux-là on va leur donner des cookies. Dans ces deux groupes, les gens sont répartis de manière aléatoire. Si je veux établir un lien de causalité, je ne peux pas dire, le groupe où on ne donne pas de cookies, c'est que des femmes, et le groupe où on donne des cookies, c'est que des hommes. Parce que du coup, si j'ai une différence entre les deux groupes, je ne sais pas si c'est parce que j'ai donné des cookies, ou si c'est parce que c'est une différence de genre. Parce qu'il y a des hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc, on répartit les sujets de façon aléatoire dans les deux groupes. Et si effectivement, malgré cet aspect aléatoire, on arrive à observer une différence significative entre les deux groupes, on peut conclure que, en tout cas, on peut pas toujours conclure la même causalité, mais on peut conclure à minima que donner des cookies aux gens, ça les rend plus serviables. C'est la seule chose qu'on a manipulée. Après, le lien avec l'humeur, ça reste à prouver que leur donner des cookies, ça a fait bouger que leur niveau d'humeur et pas autre chose. Parce que si c'est autre chose qui a varié parce qu'on leur a donné des cookies, le niveau de sucre dans le sang, par exemple, on pourrait dire, votre explication en termes d'humeur, elle n'est pas valable, parce que ça fait aussi varier le niveau de sucre dans le sang, et que plus les gens ont de sucre dans le sang, et plus ils sont serviables, plus ils sont amicales. Alors je vous donne, c'est un peu compliqué, cet aspect un peu épistémologique, méthodologique sur la discipline, mais ça va vous permettre de comprendre, quand je vais vous présenter des expériences, pourquoi pourquoi on se permet de dire ce qu'on dit par rapport à ces expériences-là. Et encore une fois, si vous avez un contre-argument du type « oui, mais moi, je ne ferai jamais ça », ce contre-argument, il est probablement ou peu probablement valable, mais pas forcément faux. Pas forcément faux. Il est peu probablement valable parce qu'en probabilité, si vous feriez ça, mais par contre, vous avez peut-être raison. Ça, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement de la majorité des gens, pas le comportement de Jean-Michel en particulier. Alors, dans les démarches, parce que là, je vous ai présenté l'expérimentation, etc., c'est une démarche qui est plutôt quantitative, c'est-à-dire qu'on va chercher à quantifier des comportements, quantifier les émotions, les mesurer, quantifier l'intelligence, quantifier l'attention. Donc ça, c'est pas toujours... Quantifier la perception, c'est pas toujours facile, mais il y a aussi des approches qualitatives en psychologie, où on va, par exemple, analyser les discours. Il y a un collègue à l'UT de Toulouse, par exemple, qui fait ça, qui analyse les discours politiques pour voir ce que les gens ne raconte pas dans le discours, mais qui traduit quand même une certaine façon de penser. Par exemple, compter le nombre de « je » versus « nous » dans un discours de Sarkozy, versus le nombre de « je » versus « nous » dans un discours de Hollande. Et puis vous allez voir que Sarkozy, il est beaucoup « je », et que Hollande, il est beaucoup « nous ». Ce qui correspond avec l'idéologie de droite pour Sarkozy et l'idéologie de gauche pour Hollande, plus ou moins. Voilà, donc il y a des méthodes larges en fait en psychologie, donc on va aller des méthodes qui sont très qualitatives, on va analyser du discours, on va faire de l'observation, on va faire des études d'archives, on va regarder comment par exemple un sujet a été traité dans les médias de telle année à telle année, comment le discours change par exemple sur la laïcité, on pourrait faire ça. Prenez tous les articles qui parlent de laïcité depuis 1901 jusqu'à aujourd'hui et voir ce que les gens mettent derrière ce mot laïcité. Est-ce qu'en 1901 ils sont plus près, 1905 ils sont plus près de ce qui est marqué dans la loi, c'est-à-dire les gens ont le droit d'avoir toute la religion qu'ils veulent, c'est pas à l'État de s'en mêler, jusqu'à l'acceptation qui est un peu plus celle d'aujourd'hui, qui est de dire les gens n'ont pas le droit d'avoir de religion, en tout cas ils n'ont pas le droit de montrer qu'ils n'ont pas la même religion que moi. Ce qui est un peu... voilà. Donc on peut faire des études d'archives, on peut faire des études du discours, des études d'observation, hein. Vous pouvez vous poser un feu rouge pendant toute une après-midi, puis compter le nombre de personnes qui grillent le feu rouge, et puis regarder si c'est plutôt des BM et des Mercedes que des 108 ou des Fiesta. Vous pouvez vous amuser à faire ça si vous voulez, vous allez voir que très certainement vous allez compter beaucoup plus de BM et de Mercedes qui grillent les feux rouges que de 108 ou de Fiesta. C'est aussi un moyen de voir, et du coup, qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion derrière ? Si on suppose que conduire une grosse voiture, ça veut dire qu'on a un certain statut, et que conduire une petite voiture, ça veut dire qu'on a un statut plus faible,
on va pouvoir en tirer la conclusion que les gens qui ont un haut statut, eh bien, respectent moins la loi que les gens qui ont un bas statut. Si vous roulez sur l'autoroute, des mecs qui dépassent les 130, c'est rarement une AX. Hein. C'est beaucoup plus souvent un gros 4x4 de chez Mercedes ou de chez Audi qui va vous passer à côté comme ça qu'une petite Yaris. Voilà. Donc la démarche, ça va être celle-là. Encore une fois, on va se poser des questions. Tiens, pourquoi on observe tel comportement? On va faire des hypothèses sur le pourquoi du comment. On va essayer d'opérationnaliser ces hypothèses. Comment est-ce que je peux donner raison finalement? Enfin, comment est-ce que je peux vérifier que j'ai raison par rapport à mon hypothèse? Je vais mesurer du coup des comportements particuliers et je vais tester la dernière étape avec un outil qui est la statistique, les statistiques. Je vais tester si mon hypothèse est vérifiée ou non. Encore une fois, on reverra comment ça fonctionne par le biais d'exemples, etc. Mais rappelez-vous de ce que je vous raconte là sur la méthode, parce que c'est notre façon de raisonner. Quand on s'intéresse un petit peu à ça, ou si vous vous intéressez par exemple à la zététique c'est une certaine façon de penser les phénomènes paranormaux qui se veut un peu plus scientifique, voilà. Eh bien, c'est exactement la méthode qu'ils emploient, la méthode scientifique pour appréhender le monde. C'est-à-dire que je peux ne pas savoir des choses. Par exemple, si vous demandez aux infirmières, si vous demandez aux infirmières s'il y a plus de naissances les soirs de pleine lune, la plupart vont vous répondre oui. Oui, il y a plus de naissances les soirs de pleine lune, parce que c'est leur attente, on pense que la pleine lune, ça fait accoucher, etc. Quand on regarde les registres des hôpitaux, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a plus de crimes les soirs de pleine lune? Oui, mais parce qu'il fait plus jour et que les gens se font plus attraper. C'est pas qu'il y a plus de crimes, c'est qu'on les voit plus. Il y a plein de petits trucs comme ça où on a des croyances, on pense que telle chose va avoir un effet sur telle autre, et finalement, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. Alors, une méthode expérimentale permet, en tout cas la méthode scientifique, permet de savoir si c'est vrai ou pas. On verra les biais, on verra plein de choses comme ça pendant le cours, vous allez voir. Ça donnera un petit peu du sens à ce que je suis en train de vous raconter là. Alors par rapport aux autres sciences humaines et par rapport en particulier aux autres sous-disciplines de la psychologie sociale a une posture scientifique particulière. Une posture, c'est-à-dire un a priori fort dans sa façon de penser le monde. Le psychologue social va avoir un a priori fort dans sa façon de penser le monde qui est ce qu'on va appeler la posture situationniste. Là où le commun des mortels pense que les causes du comportement sont internes à la personne pour la plupart, le psychologue social, lui, va s'intéresser justement aux causes qui sont externes à la personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va s'intéresser à comment notre environnement social va venir influencer notre comportement. Et souvent, le commun des mortels se trompe quand il pense que tel ou tel comportement est expliqué par des caractéristiques, je vais reprendre le mot de tout à l'heure, idiosyncrasiques, qui veut dire propre à l'individu. Quand les gens pensent que tel ou tel comportement est propre à l'individu, c'est-à-dire ça vient de sa personnalité, de son tempérament, la plupart du temps, ils se trompent. Souvent, en tout cas dans les sujets qui intéressent la psychologie sociale, souvent on va se rendre compte qu'il y a une partie non négligeable du comportement qui est expliquée par des facteurs extérieurs. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est là aussi où je veux vous amener à la fin du cours. C'est de réaliser que finalement, eh bien, tout ne s'explique pas par qui je suis moi en tant qu'individu, mais qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par dans quel contexte j'évolue, dans quel contexte social je me trouve, dans quelle culture je me trouve, avec quelle personne je suis en train d'interagir. Et ces choses-là vous permettent de donner du sens, par exemple, à des incohérences chez les gens. On a tous un copain ou une copine qui se dit timide, et puis qui finalement se met à faire du théâtre et parle devant tout le monde. Et ça, elle est timide. C'est-à-dire que les interactions de personne à personne, peut-être ça la met mal à l'aise, mais que le fait de faire du théâtre, c'est un autre contexte. Et dans cet autre contexte, on a en face de nous une autre personne. On va voir dans ce cours-là qu'on a tous des rôles ou des identités différentes.
C'est-à-dire que là, vous endossez votre rôle d'étudiant, et donc, avec ça, vous avez les normes, les rôles et les valeurs, enfin, vous avez les normes et les valeurs des étudiants, normalement, plus ou moins intériorisées. Alors, plus vous allez avancer dans les années, et plus vous allez intérioriser les normes et les valeurs des étudiants de gestion. Mais voilà, vous avez un rôle d'étudiant qui en quelque part, force votre comportement dans une direction particulière. Et puis, dès que vous sortez de la salle, dès que vous vous retrouvez entre amis, etc., vous n'avez plus le même comportement. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Parce que vous adoptez un autre rôle. Le rôle que vous avez en tant que l'enfant de vos parents n'est pas le même rôle que celui que vous avez en tant qu'élève dans une classe. Combien de gamins insupportables avec les parents sont des petits anges en classe ou vice-versa? Des gamins très sympas avec les parents qui se retrouvent insupportables en classe et la maîtresse pète un câble et les parents ne comprennent pas parce que leur gamin, non, elle est très gentille. Ou il est très gentil. Parce qu'il y a des rôles différents. Et ces rôles nous sont donnés par la situation, par les gens qui sont autour de nous, par une partie de mon historique aussi, etc., etc. Moi, par exemple, ça, on ne dirait pas comme ça, mais je me considère comme quelqu'un de timide. C'est-à-dire qu'aller demander un truc dans un magasin, ça va me prendre 10 minutes, le temps que je me convainque d'aller voir la personne pour demander quelque chose, quoi. Aller voir un vendeur pour lui demander un service, ça demande de prendre sur moi. Par contre, donner cours devant vous, alors les premiers cours c'est toujours un peu stressant, mais après, voilà, ça va, enfin, j'imagine que j'y arrive à peu près. On verra, hein. C'est vous qui me direz après, mais c'est beaucoup moins difficile que d'aller voir une personne, même d'aller voir maintenant l'un d'entre vous pour lui discuter de personne à personne. Donc le rôle que j'ai en tant qu'enseignant, c'est pas le rôle que je vais avoir en tant que Fabrice. Et ces rôles sont souvent dictés par les groupes sociaux auxquels on appartient. Donc on verra ça, voilà. Mais donc un des moyens par lesquels la situation sociale va avoir un impact sur nous, c'est par le biais des rôles qu'on va devoir, dans notre vie, qu'on va devoir endosser. Donc cette posture situationniste, elle est importante, elle est un peu différente de la façon qu'ont les gens de naturellement, dans nos sociétés individualistes, de naturellement penser les comportements des autres. C'est-à-dire de penser que si Michel a fait ceci aujourd'hui, c'est parce que Michel était de mauvaise humeur ou parce que Michel est un con, et oublier quelque part tout ce qui qui peut, en dehors de Michel lui-même, expliquer son comportement. Alors je vais vous donner un exemple par le biais d'une expérience justement de ce situationnisme. J'ai déjà évoqué la première expérience tout à l'heure. Donc, je vais vous parler de l'expérience de Eisen et Levin en 1972. Donc c'est eux qui tout à l'heure ont fait l'expérience que j'évoquais tout à l'heure avec les cookies. Eux, ils s'intéressent à l'effet de l'humeur sur le comportement des gens. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va aider une autre personne qui se trouve en difficulté? Qu'est-ce qui fait que si je me balade dans la rue avec une pile de papier et que je trébuche et que ma pile de papier s'étale sur toute la rue, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va venir m'aider? Donc Eisen et Levin, eux, ils postulent du rôle de l'humeur sur le comportement des gens. Dans une première étude, dans une bibliothèque, ils donnent des cookies à un groupe de personnes versus ils ne donnent pas de cookies à l'autre groupe de personnes. Donc, le groupe expérimental reçoit des cookies, le groupe contrôle ne reçoit pas de cookies. Il y a un compère de l'expérimentateur. Donc un compère, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle, qui va être un acteur dans le cadre de l'expérience. Son rôle, ça va être de toujours faire la même chose, indépendamment des personnes qui sont en face de lui, le plus possible. Et voilà. Et le compère, en général, ne sait pas si la personne en face de lui est dans le groupe cookie ou dans le groupe pas cookie. Et donc le compère arrive, fait tomber ses affaires, et les expérimentateurs qui sont planqués dans la bibliothèque comptent le nombre de personnes qui vont aller dans le groupe cookie et dans le groupe pas cookie, qui vont aller aider le compère à ramasser ses affaires. Donc ça, c'était l'expérience que je vous présentais tout à l'heure. Je ne vais pas vous donner les résultats de celle-là parce que je ne les ai pas notés. Je vais vous donner les résultats de l'expérience numéro 2. Numéro 2, il change de contexte. Il trouve un autre moyen de manipuler l'humeur chez les gens par la situation. Ils se mettent dans la rue. Et c'était en 1972, donc il y avait encore des cabines téléphoniques. Donc l'expérimentateur attend dans une cabine téléphonique qu'il y ait quelqu'un derrière qui ait envie de téléphoner.
il raccroche ostensiblement le combiné du téléphone et sort et regarde la personne qui va derrière. Les personnes qui prennent le téléphone derrière l'expérimentateur sont réparties en deux groupes. Soit ils trouvent une pièce que l'expérimentateur a laissée dans la cabine téléphonique, dans le petit machin où on récupère les petites pièces. Vous n'avez jamais connu ça, vous? J'essaierai de vous trouver une photo de cabine téléphonique alors pour vous montrer. En gros, on mettait des pièces dans un téléphone à fil qui est gros comme ça, on met des pièces d'un côté, et puis quand on a fini de téléphoner, il nous rend la monnaie. Voilà. Donc l'expérimentateur laisse une pièce dans la cabine téléphonique, ou alors il n'en laisse pas. La personne qui arrive derrière prend le combiné, téléphone, machin, vérifie qu'elle a bien laissé sa monnaie, puis trouve une pièce. Enfin, vérifie. En gros, il cherche dans le trou et trouve une pièce, ou pas, selon la condition dans laquelle elle a été répartie de manière aléatoire par les expérimentateurs. Quand la personne sort de la cabine, un compère de l'expérimentateur vient et fait tomber une pile de documents devant le participant. Le participant, c'est ce qu'on appelait il y a très longtemps des cobayes, puis des sujets, puis maintenant on appelle ça des participants. C'est des personnes qui prennent part de façon plus ou moins volontaire, comme c'est le cas ici, à l'expérience. Donc le compère fait tomber une pile de feuilles devant le participant et les expérimentateurs qui sont planqués dans un coin vont compter le nombre de personnes qui va aller aider le compère en fonction du fait qu'ils aient ou non trouvé une pièce dans la cabine téléphonique. Alors on va jouer un petit jeu, sauf ceux qui étaient déjà là l'année dernière, les autres vous pouvez répondre. À votre avis, dans la situation contrôle, donc celle où il ne trouve pas de pièce, quel est le pourcentage des gens qui va aider le compère? Est-ce que, levez la main si vous pensez que c'est moins de 10%. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entre 10 et 20%. Entre 20 et 30%. Entre 30 et 40%. Entre 40 et 50%. Plus de 50%, parce que je vois qu'il y a de moins en moins de monde qui lève la main. Ok. Donc on est entre 20 et 30. Vous estimez qu'entre 20 et 30%, 2 personnes ou 3 personnes sur 10 vont aller aider le compère. Dans la situation où la personne elle trouve une pièce de monnaie dans la cabine, à votre avis, quel est le pourcentage de gens qui vont aider le compère? Entre 0 et 10%. Entre 10 et 20. Entre 20 et 30. Entre 30 et 40. Entre 40 et 50. Ok. Entre 50 et 60. Ok. Entre 60 et 70. Entre 70 et 80. Entre 80 et 90. Plus de 90. Ok. Donc on est à peu près autour de 50%. Donc vous pensez que dans la condition expérimentale, il y a à peu près une personne sur 2 qui va aider le gars qui fait tomber ses affaires. Alors les résultats de l'expérience nous montrent que dans la condition contrôle, seulement 4% des gens vont aller aider le compère. Une personne sur 20. Donc vous estimiez entre 20 et 30%, c'est beaucoup moins. Dans la situation où les gens trouvent de l'argent dans la cabine téléphonique, 87,5% des participants vont aller aider le compère. Donc vous estimiez ça autour de 50%. Donc vous voyez, là, ça illustre bien ce que je vous disais tout à l'heure, cette tendance à sous-estimer le rôle de la situation dans le comportement des gens. Vous estimez 50%, en réalité, on est plus près de 90%. Le simple fait de trouver une pièce de monnaie, ils n'ont pas trouvé 10 euros, ils ont trouvé 10 centimes dans la cabine. C'était toujours la même somme pour contrôler les choses au maximum. L'expérimentateur laissait 10 centimes dans la cabine. One dime, 10 cents. Donc le simple fait d'avoir trouvé 10 cents dans la cabine téléphonique, ça fait qu'on passe de 4% des aidants à 87% des aidants. Autant dire que ça laisse peu de marge pour se dire c'est les gens sympas qui ont aidé. Parce que les gens sympas qui ont aidé, il y a peu de chances pour qu'ils soient tous dans la situation où ils ont trouvé des sous.
Donc ici, on voit avec cette expérience, c'est pas la seule, hein, mais on voit avec cette expérience un impact fort de la situation. Le simple fait de trouver une petite pièce de monnaie dans une cabine téléphonique a amené une très très grande majorité des gens à aller aider un compère dans la détresse. Et c'est ça qui va intéresser la psychologie sociale. C'est l'impact de cette situation sociale sur le comportement humain. Ça ne veut pas dire que les caractéristiques individuelles sont négligeables, mais il ne faut surtout pas négliger l'impact de la situation. Alors concrètement, ça a des implications, quel que soit le métier que vous vouliez faire plus tard, surtout si vous partez en RH, ça a des implications. Par exemple, la meilleure méthode de recrutement de quelqu'un, c'est certainement pas l'astrologie, même si ça se fait toujours, c'est certainement pas la graphologie, ça ne marche pas, c'est pas les tests de personnalité non plus. La meilleure méthode, le meilleur indicateur de la performance future d'un futur employé, c'est la mise en situation. La période d'essai chez nous. Et encore. La mise en situation, voilà, vous voulez recruter quelqu'un pour un poste en particulier, ben vous prenez une journée, vous le foutez dans la situation dans laquelle il va travailler, et vous regardez comment il bosse, et là, vous êtes à peu près sûr de faire un bon recrutement. Si vous appuyez sur les tests de personnalité, autant tirer au hasard. Pourtant, dans le recrutement, c'est très coûteux, cette mise en situation, donc on le fait assez peu. Dans le recrutement, on va utiliser des tests d'intelligence, des tests de personnalité, ce qui reste acceptable parce qu'il y a quand même une certaine base scientifique derrière, même si la validité des conclusions que vous tirez après est remise en question. Mais on va aussi trouver des gens qui font de la graphologie ou de l'astrologie. Il y a des grosses entreprises qui vont recruter des astrologues pour aller recruter des cadres derrière parce qu'ils sont taureaux ascendant cancer. Et c'est ça qu'il faut pour ce type de poste, ce qui n'a absolument aucun sens. Donc ce qui rend cette psychologie sociale si particulière, c'est cette notion de situationnisme. C'est aussi, ça a été développé un peu plus tard par Doise, c'est les niveaux d'explication qu'on va pouvoir invoquer pour expliquer un comportement. La plupart des gens vont tout de suite regarder la cause des comportements à l'intérieur de l'individu lui-même. Mais il n'y a pas que ça. Doise, il nous dit, un premier niveau d'explication, effectivement, ça va être l'explication au niveau individuel. Je vais pouvoir aller étudier le rôle des attitudes, des émotions sur le comportement des gens. Il y a un deuxième niveau d'explication qui va être le niveau interpersonnel. Je ne suis pas la même personne quand je suis avec ma maman que quand je suis avec ma chérie. Donc forcément, il y a les interactions de personne à personne. Comme ça, les niveaux interpersonnels vont jouer un rôle sur ma façon de me comporter. Donc par exemple, je vous disais tout à l'heure, les relations intimes, ça va affecter ma façon de me comporter. Les asymétries de statut, je ne me comporte pas de la même manière avec mon chef qu'avec mon étudiant. Parce que il y a, voilà, même en relation interpersonnelle. Il y a un troisième niveau qui va être le niveau du groupe. Le groupe auquel j'appartiens va aussi avoir une influence sur ce que je pense, sur ce que je ressens et sur la façon dont je me comporte. Pour vous donner un exemple, l'autre jour j'écoutais un podcast qui parlait de ce qu'il appelle la psychologie tribale. C'est-à-dire le fait de l'être humain est un animal social, ultra social en fait. On est là où on en est aujourd'hui que parce qu'on est capable d'évoluer en groupe. C'est-à-dire si on devait être comme les oiseaux, chacun à construire notre maison, on aurait eu beaucoup plus de mal à évoluer puis on arrivait à construire toutes les choses qu'on a construites, à construire bon an mal an toutes les sociétés qu'on a pu construire. Donc l'être humain est un animal qui fonctionne très très bien en groupe. Souvent, je dis pour présenter qu'on est des suricates évolués. Le suricate est aussi un animal qui fonctionne très bien en groupe. Et du coup, ça va avoir une influence très profonde sur notre façon de nous comporter. Et dans le podcast, il donne l'exemple du support de par l'opinion publique de 2 vaccins différents aux États-Unis. Le premier vaccin, c'est le vaccin contre l'hépatite B. Tout le monde est pour, au moment où ça sort, tout le monde est pour le vaccin contre l'hépatite B. On ne se pose pas de questions, c'est le médecin qui nous dit qu'il faut se faire vacciner, on se fait vacciner. Le deuxième vaccin, c'est le vaccin contre le papillomavirus humain. Il a été question aux États-Unis, et il est sorti en même temps que le vaccin contre l'hépatite B, il a été question aux États-Unis de rendre ce vaccin obligatoire
pour toutes les jeunes filles de 13 ans. Parce qu'on sait que cette maladie-là, le papillomavirus humain, est responsable à 90% du cancer du col de l'utérus. Donc on peut vacciner les gens, autant le faire. Ça a été discuté au Parlement américain. Et donc comme dans toute instance politique, vous aviez un groupe qui était pour et un groupe qui était contre. Les républicains qui étaient contre et les démocrates qui étaient pour. Final dans l'opinion publique, les gens qui supportent le vaccin pour tous, ils le font parce qu'ils sont démocrates. Les gens qui ne supportent pas le vaccin pour tous, ils le font parce qu'ils sont républicains. Le fait d'appartenir à ce groupe-là ou à un autre vient conditionner ce que vous pensez de ce vaccin-là. Peu importe, même si les informations sont toujours les mêmes. Voilà. Plus récemment, la question du port du masque obligatoire. Vous avez vu, de plus en plus, il y a des gens qui font des manifestations parce qu'ils sont contre le masque. Aux États-Unis, c'est très très fort. Et vous allez interroger les anti-masques, vous trouvez qui? Les républicains. Vous allez interroger les pro-masques, vous trouvez qui? Les démocrates. Le groupe politique, en l'occurrence, parce que c'est un bon moyen de savoir, mais le groupe auquel les gens appartiennent vient conditionner ceux qui pensent de ça. Donc, les groupes auxquels j'appartiens vont venir affecter ma façon de penser. Peu importe la dimension politique, etc. Si je suis un homme, je suis peut-être un peu moins féministe qu'une femme, parce que je vais avoir envie de défendre le groupe des hommes, malgré, voilà, je vais peut-être trouver moins grave. Je vais peut-être moins supporter le mouvement MeToo, parce que ça me touche même si moi j'ai rien fait, parce que ça me touche un petit peu, alors que si je suis une femme, je vais peut-être un peu plus supporter le mouvement en question. Voilà, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais voilà. Donc le groupe auquel j'appartiens va jouer un rôle sur ma façon de me comporter, sur ce que je pense, sur les émotions même que je vais pouvoir ressentir. Et le dernier niveau d'explication que va utiliser la psychologie sociale, c'est le niveau idéologique, culturel si vous préférez. La culture dans laquelle je me baigne va venir influencer fortement ma façon de me comporter, même à un niveau cognitif. Par exemple, sur le traitement de l'information, il a été montré que les cultures individualistes avaient une vision plutôt analytique. En gros, on voit les détails et après, on verra l'ensemble. Les cultures collectivistes ont une vision qui est plus holistique. Ils voient d'abord l'ensemble et ensuite, ils voient les détails. Donc la culture dans laquelle j'ai été élevé va venir changer ma façon de me comporter. Donc 4 niveaux d'explication: individuel, interpersonnel, groupal et idéologique. Alors on verra des exemples de ces niveaux d'explication selon les thématiques qui vont nous intéresser. Alors, je vous en donnerai. Alors, pour vous donner un aperçu des thématiques qu'on va aborder ensemble, qui sont dans le syllabus. Donc on va parler ensemble la semaine prochaine de soi et d'identité. Alors en psychologie, comme on est très situationniste, en psychologie sociale, comme on est très situationniste, il y a plein de collègues qui ne croient pas en fait au concept de personnalité. Comme quoi on aurait tous une personnalité fixe, indépendamment de la situation et indépendamment du temps. Les psychologues sociaux n'y croient pas. A l'inverse, ce qui correspond à la personnalité dans ce qui nous intéresse, on va appeler ça le soi. Et ce soi, il est malléable, contrairement à la personnalité qui est censée être fixe, stable. Le soi, il est malléable. Donc la semaine prochaine, on parlera justement du soi et de la notion d'identité. Tout à l'heure, je vous parlais de rôle, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire quelle est l'identité que j'endosse dans une situation sociale particulière et comment cette identité va venir influencer mon comportement. On parlera d'émotions et de relations sociales. Si je me rappelle bien le contenu du chapitre, on sera amené à parler notamment des relations intimes, comme dirait l'autre. On sera amené à parler des relations intimes, des relations amoureuses entre les gens. Ensuite, on parlera d'attitude et de changement d'attitude. Alors attention, on parlait de jargon tout à l'heure. L'attitude en psychologie, ça n'a pas le même sens que dans le sens commun.
Une attitude en psychologie, c'est un jugement que je vais porter sur un objet donné. Donc, par exemple, j'aime pas les épinards, c'est une attitude pour un psychologue. J'aime bien le dernier iPhone, c'est une attitude. Je porte un jugement et on va voir comment se construisent ces jugements, quelles fonctions ils vont remplir, comment est-ce qu'on fait changer les gens par rapport à un objet, par rapport à une attitude en particulier. Ensuite, on discutera du lien entre ces fameuses attitudes et le comportement. L'attitude, c'est vraiment un chapitre important dans ce qui nous intéresse. On parlera ensuite de jugement social. On parlera de l'effet de la présence d'autrui, comment ça vient nous affecter. Donc on voit dans la façon dont j'ai articulé les chapitres, qui n'est pas le même sens que dans le livre, je pars des explications individuelles et je vais aller vers les explications culturelles. Donc on a parlé de soi, d'émotion, d'attitude, c'est plutôt à un niveau individuel. Le jugement social, la présence d'autrui, c'est plutôt au niveau interpersonnel. Après on parlera de conformisme. Ça, c'est plutôt au niveau groupe et intergroupe. On parlera de perception des groupes, des relations intergroupes, là on se trouve au niveau 3. Et on terminera par la culture, le sens commun et la culture, où là on se trouve au niveau le plus idéologique, le plus culturel. Alors dans le cours, je vais essayer aussi de mettre en avant, c'est une autre approche que celle qui est proposée par Iserbyt et Klein. Je vais essayer de mettre en avant, dans les phénomènes qu'on va étudier, des motivations sociales fondamentales. Pourquoi ? Parce que souvent, quand on observe ce qui se fait dans l'opinion publique ou dans la communication de masse, etc., on se rend compte que les gens partent d'un principe qui n'est pas forcément vrai, en tout cas qui est incomplet. Souvent, on part du principe du déficit d'information. Prenons l'exemple de la cigarette. Les gens fument. Pourquoi est-ce qu'ils fument ? Eh bien, déficit d'information, les gens fument parce qu'ils pensent ils savent pas que c'est mauvais pour la santé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener à s'arrêter de fumer ? On va leur dire que c'est mauvais pour la santé. On va leur dire en long, en large et en travers depuis 50 ans que fumer tue, que fumer provoque le cancer, que... Ça marche pas. Comment on va faire pour leur donner... Pourquoi ça marche pas ? Parce que les gens ne savent pas, ils ne réalisent pas bien en fait que c'est dangereux. Donc on va leur mettre des petites photos pour leur montrer que fumer c'est dangereux. Ça marche toujours pas. Peut-être que l'a priori du déficit d'information du coup est faux. Ce qu'on oublie quand on prend cette logique-là, c'est que les gens fument. Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'info. Aujourd'hui, ça m'étonnerait, à part un ermite qui fume des bouts de bambou dans sa cabane, je ne vois pas pourquoi les gens n'auraient pas l'information que fumer c'est dangereux. Mais il y a d'autres choses derrière. Notamment le côté social. Être fumeur, c'est faire partie d'un groupe. Combien de fois, en tant que fumeur, vous allez voir un autre fumeur en lui demandant « Excuse-moi, tu n'aurais pas une clope ou tu n'aurais pas du feu ?» C'est facile. Allez voir quelqu'un, si vous n'êtes pas fumeur, en lui disant « Excuse-moi, est-ce que tu aurais une baguette ? J'ai faim. » Ça ne marche pas. Le mec va vous regarder bizarrement, c'est pas possible. Fumer, être fumeur, c'est appartenir à un groupe. Donc du coup, si j'essaye d'empêcher les gens de fumer, je suis en train de nier une partie de leur identité. Je suis en train de leur dire « Sors de ce groupe-là », ce qui n'est pas forcément facile à faire. Et puis aussi, quand vous avez en face de vous un mec qui a fumé pendant 20 ans, vous pouvez lui dire encore une fois, tant que vous voulez, que fumer c'est dangereux. S'il s'arrête de fumer aujourd'hui en acceptant que c'est dangereux, il est en train de remettre en cause le lui qu'il était quelques années auparavant. Il est en train de se donner tout seul une mauvaise image, finalement, ce qui n'est pas favorable chez les êtres humains. On va être motivé donc par 3 choses. La connaissance, c'est ce que j'appellerais les motivations épistémiques. Je veux connaître mon environnement, je veux le contrôler aussi. Le contrôler au sens d'avoir une action sûre, mais aussi au sens d'être capable de le prédire. Donc une bonne partie des facultés humaines servent à prédire quelque chose. Il y a un livre d'un auteur qui s'appelle Daniel Gilbert. Le livre s'appelle « Et si le bonheur vous tombait dessus ?» et il porte sur l'anticipation, justement, ce livre. Sur le fait qu'une des caractéristiques fortes de l'être humain, c'est d'être capable d'anticiper ce qui va se passer juste après. Et dans ce livre, il a une phrase que je trouve magnifique, où il est en train de raconter quelque chose, et à un moment où personne s'y attend, il dit « pamplemousse ».
Donc il est en train de vous parler de psycho et d'un coup, paf, pamplemousse au milieu de la phrase. Et là, bah, vous levez les yeux parce qu'il a cassé votre anticipation. Tout à l'heure, je vous parlais de script. Ces scripts, ils vous servent à ça, ils vous servent à anticiper ce qui se passe dans la situation. Et dès que vous cassez ce script, ça vous réveille. Ça vous réveille parce que là, il se passe quelque chose qui n'est pas dans mon anticipation. Il y a un décalage par rapport à ce que j'avais prévu. Donc, en tant qu'être humain, on est motivé par des motivations épistémiques. Comprendre, connaître notre environnement d'un côté et le contrôler ou le prédire de l'autre côté. On est aussi fortement motivé par des motivations d'affiliation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des animaux sociaux, ultra sociaux même. Et donc du coup, appartenir à des groupes, c'est hyper important pour nous. C'est hyper important parce que ça nous donne une place dans la société, parce que ça me dit aussi à quelle personne je vais pouvoir faire confiance et à quelle personne je ne vais pas pouvoir faire confiance. Tout à l'heure, je vous parlais de psychologie tribale. Il faut le penser comme ça. Je fais plus confiance aux gens de ma tribu qu'aux gens de la tribu d'à côté. Donc, motivation d'affiliation, appartenir et faire confiance. Et dernière famille de motivations, c'est les motivations de gestion du soi. De manière globale, on est motivé à avoir une image positive de nous-mêmes. Et du coup, on a besoin pour cela de se connaître. On est motivé à se connaître personnellement. Et on est motivé à s'évaluer pour savoir qu'est-ce qu'on vaut par rapport aux autres. Et surtout, de cette évaluation, en tirer une évaluation positive. On verra quand on parlera de cognition sociale que la comparaison sociale, me comparer à autrui, c'est un phénomène automatique. Vous arrivez dans un environnement que vous ne connaissez absolument pas. Vous voyez qu'il y a des gens dans cet environnement, vous allez calquer votre comportement au comportement des gens. Vous allez vous comparer à eux et vous allez calquer votre comportement à leur comportement. Et si vous ne le faites pas, vous savez très bien que les gens vont vous regarder bizarrement. Si vous mettez à crier au milieu d'une bibliothèque, vous savez très bien que les gens vont vous regarder bizarrement. Et les gens qui le font, la boucle est bouclée comme ça, souvent c'est qu'ils ont un trouble clinique. Les gens qui crient sans raison, c'est qu'il y a une pathologie derrière. Donc 3 familles de motivation: épistémique, comprendre et contrôler; affiliation, appartenir et faire confiance; et gestion du soi, je vous dirais se connaître et s'évaluer. Ça va ? Donc ces motivations-là, on va essayer de voir comment elles s'expriment dans différentes situations particulières. Ça va nous amener à parler de trucs qui sont passionnants. On parlera très certainement d'obéissance à l'autorité. Je vous parlerai de l'expérience de Milgram, ou comment Milgram il a virtuellement amené plusieurs dizaines de personnes à électrocuter un camarade, simplement sous l'effet de l'autorité. Je vous donnerai par la plateforme des ressources à côté, des vidéos à aller regarder pour compléter un peu ce que je vous raconte, etc. aussi. Notamment l'expérience de Milgram a été refaite dans les années 2000 en France, dans le cadre d'une émission de télé. Et on se rend compte que les résultats sont encore plus dramatiques qu'à l'époque de Milgram. On sera amené certainement à parler de comportement d'aide, comme on l'a fait là, déjà un petit peu, mais on va développer un petit peu cette idée-là. On va parler de préjugés, de discrimination, de stéréotypes. On va essayer de voir comment ça marche d'un point de vue cognitif, d'un point de vue groupal, d'un point de vue idéologique. On va parler des émotions. J'essaierai vous allez voir que dans le cours en général, j'aime bien faire des petites expériences pour illustrer des trucs. Donc, je vous ferai faire des petites expériences aussi, où vous serez dans la position de participant.
Je pourrais aussi vous donner à l'occasion, par le biais de la plateforme, des liens pour participer à mes propres recherches, vous faire passer des questionnaires auxquels vous devez répondre. Justement, comme ça nous permettra aussi d'en parler plus tard si vous le faites. Voilà, donc plein de choses intéressantes. Alors je vais conclure et puis après je vous laisserai vous enfuir si vous voulez. Donc en termes de conclusion, aujourd'hui c'était notre premier cours. L'objectif de ce premier cours, c'était de définir la discipline et puis un petit peu débroussailler tout ce qu'il y a autour de la psychologie sociale. Essayer de déjà poser un peu quelques bases. Donc je vous ai parlé de méthodologie expérimentale, de méthodologie de manière générale, la méthode scientifique. Je vous montrerai après concrètement comment ça se traduit dans les expériences qu'on a mis en place, que les chercheurs ont mis en place. Je vous ai parlé de la posture situationniste de la psychologie sociale, le fait qu'on va donner une importance aux explications du comportement qui se trouvent non pas à l'intérieur du sujet, mais dans la situation sociale dans laquelle il se trouve. Et je vous ai également posé rapidement ce cadre métathéorique des niveaux d'explication individuels, interpersonnels, groupales et idéologiques, et également au niveau des motivations fondamentales qui vont nous servir de grille de lecture pour un petit peu, comme fil rouge un petit peu au travers des différentes thématiques qu'on va étudier ensemble, qui sont souvent étudiées de manière indépendante en fait les unes des autres. Voilà. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Rien du tout? Je vois que les fumeurs sont pressés. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit la semaine prochaine.